Bah, du coup, on peut commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue Elliot pour cet épisode du podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est super sympa. Pour ceux qui regardent ce podcast ou cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo si vous aimez le contenu, à partager également la vidéo et également à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, Elliot, tu es CEO et cofondateur de l'entreprise Stockly. C'est l'entreprise qui propose de mutualiser les stocks entre e-commerçants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour commencer sur Stockly? Ouais, bien sûr, merci Bad de me recevoir, c'est trop cool. Donc, on a commencé Stockly avec Oscar Valder, mon cofondateur, que tu connais aussi, il y a 3 ans maintenant, sur le constat que, en fait, aujourd'hui, dans le e-commerce, tu as beaucoup d'acteurs et les barrières à l'entrée pour créer un site e-commerce sont devenues très, très faibles. Tu peux créer un site très facilement, tu fais un Shopify, tu branches le paiement, tu branches tout ce dont tu as besoin pour créer un site. Et en fait, la véritable barrière à l'entrée pour être compétitif, c'est l'accès au stock. Parce que les e-commerçants, pour avoir la possibilité d'être fort en ligne et d'avoir beaucoup de clients, bah, il faut qu'ils aient un gros assortiment de produits et bah, c'est pas du tout évident si t'es pas un géant d'avoir un gros assortiment de produits et beaucoup de stock à proposer à tes consommateurs. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est mettre en réseau tous les e-commerçants pour leur permettre d'avoir un accès illimité au stock et pouvoir piocher du stock les uns chez les autres quand ils sont en rupture ou quand ils ont besoin de vendre des références qu'ils ont plus. Donc Ok, voilà, qu'on a créé cette société-là. ok, très clair. Et concrètement, du point de vue business de ton côté, c'est quoi le modèle économique sur lequel vous êtes parti pour Stockly? En gros, comment ça fonctionne, c'est que t'as un utilisateur qui va par exemple sur le site A. Je donne souvent l'exemple des Galeries Lafayette parce que c'est notre premier partenaire et un sur lequel on peut communiquer. Euh, T'as un console, toi, tu vas sur galerielafayette.com, tu vas acheter une paire de chaussures à ta taille. Si Galerie n'a plus la paire de Stan Smith en 43 que tu voulais acheter, bah, grâce à Stockly, ils vont quand même te la proposer comme disponible. Toi, tu vas l'avoir affichée comme dispo, au même prix, au prix avant la rupture de stock. Tu vas pouvoir l'acheter sur le site des galeries. Et ce qui se passe derrière, c'est que la commande, elle tombe chez nous, chez Stockly, et on va la dispatcher chez un autre de nos partenaires du réseau qui a encore l'exact même produit en stock, qui a encore la paire de Stan Smith en 43, qui match les conditions de prix, qui match les conditions de livraison, qui match les conditions de retour, qui match tout un tas de critères que nos algos ils vont bien repérer pour pouvoir attribuer la commande à ce partenaire précis. Et c'est ce partenaire qui va t'expédier la chaussure en marque blanche à la place des galeries. Et comme ça, tout le monde est content parce que galerie, bah, ils t'ont gardé en tant que consommateur, ils ont évité de te perdre à un concurrent. Et puis, tu as potentiellement converti un panier moyen. Peut-être que tu as acheté cette paire de chaussures et tu as acheté aussi un t-shirt, une veste et un autre truc. Le partenaire chez qui on a acheté le stock, bah, pour lui, c'est une vente tu vois, vraiment gratuite, quoi, sans qu'il ait eu le moindre effort à faire. Et les deux, ils vont partager la marge. Et voilà, et pour le consommateur, ça t'a évité, toi, d'être frustré face à une rupture et d'avoir à faire 10 sites différents pour trouver ton produit. Mm, mm. Et j'imagine que le nerf de la guerre pour Stockly, c'est l'aspect tech avec le logiciel, enfin je sais pas si c'est un logiciel, mais en tout cas le développement tech pour voilà identifier le produit, la bonne référence au sein des différents partenaires, parce que j'imagine que les catalogues que vous recevez, enfin vous pouvez recevoir des catalogues vraiment avec des nomenclatures différentes, etc. Donc ça c'est aussi un aspect, enfin l'aspect un des aspects principaux sur lesquels vous travaillez chez Ouais, Stockly. bien sûr. Mm. Ouais, bien sûr, un des gros, il y a deux gros enjeux techniques. Le premier, c'est vraiment en effet de synchro les stocks et de matcher des stocks qui n'ont rien à voir a priori les uns avec les autres. Parce que tu vois, la paire de Stan Smith en 43 sur le site des galeries, peut-être enfin, tu vois, faut repérer que c'est la même, exactement la même sur le site du partenaire. Donc pour ça, il faut des algos de matching très précis et qui permettent d'identifier un produit comme un produit unique et en même temps qui permettent de matcher les critères en fonction de est-ce que lui, vraiment, il va respecter les conditions de service de l'autre. Donc là, il y a beaucoup de techniques sur des gros volumes de données pour pouvoir bien synchroniser les stocks de tout le monde. Parce qu'on a plusieurs centaines d'acteurs maintenant qui sont branchés au réseau. Et après, le deuxième, qui est aussi très complexe, le deuxième enjeu technique, c'est l'enjeu de suivre les opérations. Parce qu'après, c'est nous qui nous engageons auprès là dans l'exemple précédent des Galeries Lafayette, et du consommateur, sur le niveau de service. C'est-à-dire que si la commande elle est en retard, on va pas dire aux galeries, bah non, tu parles à notre partenaire et tu te débrouilles. Non, c'est vraiment nous, Stockly, qui nous engageons sur la qualité des livraisons et qui suivons toutes les opérations sur la commande. Et donc ça aussi, ça implique une très très grosse complexité technique.
Parce que la commande, elle est livrée par le partenaire qui a le stock directement, c'est ça? Exactement, elle est livrée en marque blanche par le partenaire qui a le stock, donc c'est-à-dire sans publicité dans le colis, Mm. sans facture, sans branding tiers, quoi, on va dire. Mais c'est nous vraiment qui garantissons la qualité de service et puis le support aux consommateurs. Et donc, du coup, on a des algos qui suivent l'évolution du statut de la commande. Dès que la commande passe trop de temps dans un statut ou qu'il y a un retard qui est détecté, on peut shooter un mail automatique au conso pour l'avertir. On va flaguer les partenaires qui expédient, qui font des bêtises sur trop de commandes. Et du coup, on va les flaguer, on va dire, oh là, attention, on va peut-être suspendre temporairement pour pas trop abîmer la qualité moyenne des commandes. Donc, tout ça, c'est à nous, par de la tech, d'assurer que les commandes se passent bien, quoi. Ok, ok, très clair. Et une question que je voulais te poser, quand tu as commencé l'entrepreneuriat, est-ce que c'était ta première idée, Stockly, ou tu avais d'autres idées avant? Ça, c'était toujours intéressant de voir dans le parcours d'un entrepreneur, est-ce qu'il y a des pivots, etc., des changements d'idées, des changements de projets. Et est-ce que Stockly, là, le produit là actuellement tel qu'il est proposé, c'était le produit initial, ou bien vous aviez pensé à autre chose au départ? Ouais, bien sûr, on avait pensé à quelque chose de complètement différent et qui n'avait pas grand-chose à voir à ce Ouais, à quoi ça j'imagine. ressemble. En gros, on a fini avec Oscar nos études à peu près en même temps. Moi, j'étais dans une école d'ingénieur à Paris. J'étais pas un grand fan des cours magistraux et la dernière année d'études, je me suis dit, ok, je vais peut-être pas refaire une année dans cette école-là à fond en mode assis dans un amphi à écouter un prof en continu, quoi. Et j'avais trouvé une école partenaire qui s'appelle Télécom Paris, qui était dans le même groupe d'école que l'école que j'avais fait, où je pouvais finir valider ma dernière année d'études, quoi, pour avoir mon diplôme, et où j'avais genre un ou deux cours par semaine, et puis le reste était dédié à un projet de lancement de start-up, quoi. Donc je me suis dit, ok, je vais faire ce programme-là. Je suis arrivé avec deux, trois idées. Et je me suis dit, bah, je vais appeler Oscar. Lui, il finissait l'ENS. C'était mon binôme en prépa. On bossait ensemble, collés pendant 2 ans. Et ça marchait vraiment hyper bien. Je me suis dit, c'est avec lui que j'ai envie de me lancer. Donc je vais profiter de cette dernière année d'études où j'aurai beaucoup de temps pour commencer un peu à explorer, etc. Et donc, je l'ai appelé en lui disant, OK, j'ai deux, trois idées. Et une d'entre elles, celle sur laquelle on est parti donc au début de ce projet, ça s'appelait Sneaker Guy et c'était un comparateur de prix pour les chaussures. En Ok. fait, ouais, j'aimais bien les baskets et j'en avais marre que tout le monde me demande où est-ce qu'on peut trouver telle ou telle paire de chaussures et tout. Et en fait, il y a beaucoup de sites qui vendent la même chose. Tu as une offre très fragmentée sur Internet. Tu te dis, OK, bah, on va créer un moteur de recherche dédié à la chaussure, quoi, au basket. On sera un modèle de comparateur de prix. Donc, on va se débrouiller pour avoir du trafic pas trop cher. Et puis derrière, on va enfin, tu vas sur le Mhm. site, tu dis, voilà, je veux une paire de Nike Mais que Air pour les Force. sneakers, vraiment Ouais, dédié. Ouais. c'est pour les sneakers. Et parce que c'était un marché qui était en pleine explosion, et tu avais vraiment un manque de lisibilité pour les consos pour savoir où acheter tel produit sur Internet. Mm. Donc on a créé ce comparateur de prix, t'allais, tu tapais Air Force One blanche, tu trouvais ton modèle, et puis on te redirigeait sur le site qui la vendait le moins cher à ta taille, quoi. Et de pivot en pivot, en fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'on n'était pas, on croyait pas dans le futur du modèle du comparateur de prix, pour plein de raisons, et on ne croit toujours pas. Mais par contre, ça nous a permis d'identifier pendant tout un an, peut-être, on développait le site nous-mêmes, on avait nos premiers consommateurs, on avait du coup nos premiers partenaires, les sites chez qui on renvoyait du trafic, tu vois. Mm. Tout ça, ça nous a permis de vraiment bien, bien creuser les sujets sur le e-commerce et notamment sur la disponibilité produit. Et c'est vraiment le plus gros pain, la plus grosse douleur de e-commerçant qu'on a identifié. Et c'est pour ça qu'on a lancé de pivot en pivot. On est tombé sur Stockly et là, on a commencé à avoir une super forte traction. Donc, on a appuyé dessus à fond, quoi. Ok. Et l'idée là que tu viens de citer, c'était une des trois idées. Et les deux autres idées, est-ce que c'était déjà Stockly? Non, c'était pas encore Stockly, les deux autres idées. Non, non, les idées que j'avais au tout début quand on a voulu lancer, non, je voulais soit lancer ça, un comparateur de prix pour les chaussures. J'avais une autre idée dans le tourisme, je me rappelle plus exactement. Je pourrais plus pas te la repitcher. Et la troisième, ça, je pourrais te la repitcher. C'était un truc de partage de playlist. Je voulais faire. Il y avait une app qui s'est créée un peu après qui s'appelait Sounds, qui marchait super bien, qui a super bien marché pendant un moment. Où l'idée c'était de partager des playlists avec tes potes, où tu fais tu sais, tu te sers des 30 secondes de passage qui sont gratuits sur Spotify ou les autres API de streaming que tu peux avoir. Et tu peux envoyer, je sais pas, j'ai envie de te dire, ah tiens, je vais faire une petite playlist pour Pad, je vais te préparer 12 morceaux que tu vas pouvoir écouter pour te faire découvrir des sons que je kiffe.
sans forcément qu'on soit sur la même appli de streaming, etc. Et donc maintenant, sur toutes les plateformes de stream, t'as des options super poussées pour faire ça, et t'as une appli qui marchait grave bien, qui s'appelait Sounds, qui faisait la même chose. C'était une autre idée que j'avais. Mais on s'est dit, on voulait faire un truc avec Oscar un peu plus concret, un peu plus pas concret, peut-être un peu moins consumer, parce que c'est hyper technique, et on se sentait pas hyper légitime pour se lancer là-dedans, quoi. Ok. Et du coup, en troisième année, tu me disais que tu voulais pas forcément faire des cours magistraux et que potentiellement, tu vois, l'entrepreneuriat commençait à t'intéresser. Est-ce que c'était uniquement déjà pour la troisième année ou tu commençais déjà à te dire que ce serait intéressant en termes de projet de vie, tu vois, faire de l'entrepreneuriat pendant plusieurs années, c'est quelque chose qui me plairait bien, plus que être en CDI pour un employeur, etc. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu avais en tête en troisième année ou pas du tout? En fait, tu voulais juste, tu vois, être un peu plus, faire des choses plus concrètes en troisième année qu'avoir des cours magistraux. Bah, je pense que je me suis jamais vraiment posé la question. Je me suis jamais dit. Pour moi, c'était assez évident. J'avais pas spécialement envie d'aller bosser dans une boîte et sans aucun jugement de valeur. Hein, tu sais, il y a plein de mecs de ma promo qui étaient hyper contents d'aller dans telle ou telle boîte, que ce soit pour faire de la tech, pour faire du conseil, pour faire de la finance ou quoi. Moi, j'étais pas spécialement attiré par ça. Moi, assez naturellement, j'avais envie de me lancer. Je pense que j'ai un peu été éduqué comme ça, sans trop y réfléchir ou sans trop rationaliser le truc, quoi, tu vois. Et donc, en troisième année, ouais, c'est ça, c'est en M2, quoi, quand je finissais télécom, enfin, les ponts et télécom, je me disais, OK, là, j'ai l'opportunité de lancer un projet, on va voir où ça nous mène. Je suis à une période de ma vie où j'ai encore très peu de responsabilités financières. J'ai pas de gosse, je suis pas marié, j'ai pas, tu vois, pour subvenir à mes besoins, j'ai pas besoin de beaucoup de cash, quoi. Donc c'était le bon moment. Et puis voilà, je me suis lancé comme ça en me disant, en effet, plutôt que de rester en classe et écouter sagement, je vais plutôt me casser les dents sur des trucs, sur un truc un peu difficile, concret, et puis je vais apprendre par moi-même sur le terrain, quoi. C'est un peu ça qui m'a chauffé. Après, même aujourd'hui, probablement que j'espère que je vais continuer, que Stockly, ça va continuer à se développer super bien comme maintenant pendant encore très longtemps. Et j'adore ce quotidien-là. Euh, c'est pas pour autant que je me projette forcément en me disant, OK, je veux toute ma vie être un entrepreneur, ou je sais pas quel mot tu mets dessus, mais je pense que ça se fait au final assez naturellement, quoi. Ok. Et je sais pas si ton entourage peut-être était aussi plus dans un délire entrepreneuriat, ça peut peut-être aussi aider, mais peut-être que c'était pas forcément le cas pour toi. Euh, Non, t'as raison, ouais, ouais, grave. Bah, dans ma famille, c'est un peu tous comme ça, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup. Mes parents, chacun, ils ont commencé très vite à bosser, chacun, ils ont monté leur truc dans des domaines qui n'ont aucun rapport l'un de l'autre, ok. mais un peu les exemples que j'ai vus. Au final, moi, tous mes potes du lycée, les plus proches, il y en a plein qui ont monté des boîtes. Ça, c'est grave marrant aussi, quoi. Genre, dans ma bande de proches, quoi, tout le monde a. Ah, C'est un ouais, peu. ça influence toujours, hein, je pense, hein. Ça facilite aussi les choses parce que je sais pas si c'est si naturel que ça d'entreprendre, tu vois. Il y a beaucoup de personnes où pour eux, là, c'est quand même assez risqué, tu vois, de créer une entreprise. Au début, t'as pas forcément de revenus, t'as pas forcément de salaire. Euh, il faut essayer de trouver le soutien de ses proches. Des fois, le soutien des proches, il n'est pas forcément là parce ils ont peur pour toi, ils essaient de te dissuader, etc. Du coup, je pense que ça dépend des personnes et des cas. Tu parles, genre psychologiquement. Ben, mentalement, financièrement peut-être également, vraiment le soutien à tous les niveaux, quoi, tu vois. Ouais. Bah, mentalement, je pense que tu as raison, c'est hyper important d'avoir des gens autour de toi qui croient en toi, qui te poussent et tout. Après, tu peux aussi le trouver. Je pense que quand tu te lances, c'est aussi à toi, si tu es mordu de ça et que tu as vraiment envie d'aller et de te dire, vas-y, je vais lancer un truc, ce soutien mental, entre guillemets, tu peux le trouver un peu là où tu veux, quoi. C'est-à-dire à toi de t'entourer après des gens qui vont te pousser, qui vont te tirer vers le haut, à toi de un peu moins t'exposer aux gens qui vont te donner des ondes négatives et qui vont te dire, ouais, fais pas ça, c'est pas bien, ou alors tiens, tu vas jamais réussir à faire ça. C'est bien aussi, tu vois, il faut se nourrir, je pense, de la contradiction, mais je pense que après, tu commences à t'entourer de gens que tu trouves sains, que tu trouves bons, que tu trouves, comme on dit, comme on disait à Techstars, c'est la mentalité give first, tu vois, tu t'entoures de gens qui sont pas là pour gratter ou pour trucs, qui sont là pour donner, qui sont purs. Et ça, je pense que tu trouves assez facilement, tu t'entoures assez facilement de gens sains et qui te font avancer dans le bon sens, quoi. Après, financièrement, ça, t'as raison, c'est un vrai enjeu. Je pense qu'en France, on a beaucoup de chance.
Déjà moi personnellement, c'est sûr que je sortais d'un truc privilégié. Tu vois, j'avais fait des grandes études en France qui étaient gratuites du début à la fin. J'ai fait de ma petite section maternelle à la fin, même à la fin de mon école dans le public. Tu vois, les ponts c'était pas public, mais presque. Je payais 1 000 euros l'année de scolarité. Et même à la fin, ils donnaient une bourse. Si tu avais même une petite bourse, si tu montais une boîte, t'avais un concours où tu pouvais gagner un peu d'argent pour commencer à financer les premiers mois de ton entreprise. Et ça, c'est grave. Beaucoup comme ça. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont comme ça en France. Tu as notamment beaucoup de soutien public quand tu montes une société au début. Tu as des crédits d'impôt, tu as des aides de la BPI, tu as beaucoup de choses qui font que le financement, si on fait, tu vois, tu as de ce moule-là un peu privilégié et je suis très reconnaissant de la France pour ça et tu vois, du contexte dans lequel j'ai grandi. En France, je pense qu'on a collectivement beaucoup de chance parce qu'on est très favorisé pour monter des boîtes en limitant un petit peu le risque. Sachant qu'il y a des boîtes où l'apport en fonds, il est plus faible que d'autres. Enfin, je sais pas, dans le cas de Stockly, comme le produit de base, c'est vraiment un produit vraiment dans la tech, finalement, l'apport de fonds au départ, je sais pas si il est si énorme que ça, tu vois. Bah, quand même, c'est souvent les boîtes de tech. En gros, dès que tu commences à fabriquer un peu un produit, si on fait du conseil ou un truc comme ça, en effet, là, tu vas vendre du temps humain, t'as pas forcément besoin t'as pas de texte, quoi. Quand tu fais de la tech, t'as pas besoin que ce soit des grosses machines qui coûtent cher en métal pour que tu aies de l'investissement à faire au début. Parce que quand tu fais un produit, même si c'est des lignes de code, bah, ça coûte beaucoup, beaucoup de temps à développer, que ce soit ton temps ou le temps des premiers gars que tu ramènes sur le projet. Ça coûte beaucoup de temps, il faut itérer. Tu as besoin de cash pour pouvoir tu vois, avoir du temps pour écouter vraiment tes partenaires commerciaux et tes clients, adapter ton produit, t'adapter aux enjeux de ton marché. Et ça, quand tu fabriques un produit, ça prend du temps, quoi. Tu vois, même si c'est du software versus un robot qui fabrique des voitures, quoi. Donc ouais, ça demande du cash. Maintenant, tu peux y aller étape par étape. C'est-à-dire qu'au début, nous, ce qu'on faisait, c'est que on était vraiment que nous, Oscar et moi, et on se payait pas, mais voilà, on pouvait tenir un peu de temps comme ça. Pendant la première année, on a vraiment itéré, nous, avec nos petites mains, on codait notre site, notre truc, on itérait, on testait tel produit avec tel site, après tel magasin physique, on essayait un truc un peu différent, etc. Et après, dès qu'on a senti qu'il y avait une traction vraiment intéressante et qu'on a eu 2-3 signaux un peu positifs, on s'est dit, OK, là, c'est bon, on part sur Stockly à fond la caisse et puis assez vite, on a décidé de lever du cash. Parce que on avait besoin pour accélérer, en effet, tu as besoin d'avoir du financement un peu extérieur, mais on avait déjà beaucoup travaillé, itéré et cherché des problématiques sur lesquelles bosser. Et on a levé du cash à un moment où on pensait que notre réflexion était assez mature, quoi, tu vois. Ok. Ouais, du coup, comme tu disais, lever du cash pour recruter des personnes sur l'aspect tech, sur l'aspect commercial, etc. euh, Ouais. ouais, pour bien Surtout scale. tech, Bah oui, tech, ouais. surtout tech, ouais, ouais. Ok, ouais. On recrute à peine nos premiers commerciaux, tu vois, c'est encore assez récent. Ok, ouais, bah du coup, il faut le produit au départ pour pouvoir le vendre après, ouais. Ok, en fait, ma remarque, c'était juste effectivement sur le fait que les entreprises tech, il n'y a pas d'immobilisation, enfin, t'as pas de produits, t'as pas d'outils, etc. à acheter, ça, c'est vraiment le temps, etc. Le temps Mm. et le temps des employés pour développer le produit qui importe le plus. Et du coup, au départ, vous étiez, parce que là, du coup, félicitations, vous avez levé 5 millions, c'est ça? Pour Ouais. continuer votre développement. Au départ, c'était uniquement, les fonds, c'était uniquement des business angels, c'est ça? Ou ça s'est passé comment? Le premier tour qu'on a fait donc, assez rapidement après le lancement de Stockly, c'était en effet qu'avec des business angels ou des petits fonds qui réfléchissent comme des business angels et qui n'étaient pas du tout. On s'est entouré que d'acteurs au début quand on a levé, on a fait un tour d'un peu moins d'1 million, euh, qui étaient dans une mentalité pas de venir trop vite nous structurer, nous faire demander trop de reporting. Ils étaient vraiment là pour nous pousser. Ils savaient ils investissaient très tôt dans l'aventure et donc ils étaient dans une super logique de nous aider le max, le plus possible, sans trop nous forcer à structurer. Tu vois, on n'avait pas de board, on n'avait pas de reporting très lourd à faire à nos investisseurs. Donc c'était ouais, soit des business angels, soit des fonds.
des fonds, mais petits et qui mettaient des tickets pas énormes et qui étaient vraiment, qui réfléchissaient comme des business angels. Notamment par exemple, un fonds qui est géré par Eduardo Ronzano, qui est un de nos investisseurs early stage, qui lui nous a énormément aidé sur le recrutement, sur beaucoup de points de réflexion qu'on avait au quotidien. Et puis voilà, plus récemment, qui nous a aidé à activer la levée d'après au bon moment. Ok. C'est vrai que quand tu lèves des fonds, il ne faut pas perdre de vue que tu as l'aspect financier, mais tu as aussi l'aspect conseil, l'aspect réflexion avec le partenaire qui est super intéressante, qui est super enrichissante, et j'ai l'impression que c'était complètement le cas là, dans ton cas pour Ouais, au début, Stockly. bien sûr. Ouais, complètement, tu as raison. Et surtout au tout début, parce qu'au tout début, tu sais pas trop encore forcément comment la boîte elle va évoluer. Tu as besoin de gens qui sont hyper, déjà qui sont des gens bien, quoi, tu vois, qui vont pas te mettre te faire des trucs à l'envers ou quoi, Hmm. qui vont pas te mettre de la pression là où il y en a pas besoin, et à l'inverse, qui vont savoir te booster quand on a besoin. C'est vraiment voilà, je pense qu'il faut hyper bien choisir précautionneusement ses investisseurs. Nous, on avait eu la chance au premier tour d'avoir largement plus de cash sur la table, entre guillemets, que ce qu'on avait besoin de lever. Donc, on a pu vraiment choisir ceux avec qui on voulait y aller. Et voilà, et c'est une énorme chance qu'on a eue parce que le gars que j'ai cité juste avant ou les autres qu'on avait autour de la table, on a eu vraiment des mecs super avec des super bonnes, des gars et des filles d'ailleurs, super avec des super bonnes mentalités qui nous ont vraiment, vraiment tiré vers le haut. Et je pense en effet que c'est hyper important, surtout au début. Et là, aujourd'hui, c'est un peu l'étape d'après. On s'est entouré de 2 fonds qui sont vraiment top, qu'on trouve super ambitieux et hyper forts. Donc, c'est Daphne et Idinvest qui nous ont rejoints dans l'aventure. Et là, en effet, il y a un peu plus de structure, mais on est plus, c'est plus logique à notre étape parce que là, ça y est, on commence à avoir vraiment du chiffre d'affaires. Il faut commencer à structurer la boîte. On a de plus en plus d'enjeux de recrutement. Et donc là, c'est top qu'on soit entouré de gens qui ont vu ça déjà des dizaines de fois dans plein de boîtes différentes. Ok. Et là, avec cette nouvelle levée de fonds, c'est quoi les objectifs là pour Stockly, là pour l'avenir? Quelle est ta vision là pour Stockly? Parce que là, pour l'instant, les partenaires, ils sont principalement en France, c'est ça? Vous avez une vision en Europe? C'est- Alors, dans une transaction Stockly, en gros, il y a 2 parties. Il y a les demandeurs, ceux qui ont des ruptures de stock à compléter ou qui ont appel du stock, quoi. Et il y a les suppliers, les fournisseurs, ceux qui ont du stock à mettre à dispo. Les suppliers, ils sont vraiment partout en Europe, sans distinction de pays, partout en Union européenne. Et les demanders sont plus tôt en France, mais on en a maintenant en Italie, en Allemagne et en Suède. Donc on commence à aller un peu partout en Europe, mais aujourd'hui encore 90% de nos transactions, nos livraisons se font Hmm. en France. Le point de les consommateurs qui achètent des produits qui sont à la fin gérés par Stockly, c'est principalement en France. Mais on considère l'Europe comme un gros pays, donc on va continuer à se développer dessus. C'est en effet un des objectifs là, c'est vraiment d'aller faire croître le volume d'affaires en France et partout en Europe. Et puis vraiment continuer à grossir avec un rythme très soutenu sur notre volume d'affaires. Donc c'est ça vraiment la métrique qu'on regarde parce que tu vois, c'est à quel point on a permis à des nouvelles transactions de se produire. Euh, et on va essayer aussi d'aller conquérir peut-être d'autres verticaux. Aujourd'hui, on est assez fort sur la chaussure et la mode, qui sont un peu les premiers trucs sur quoi on a itéré dans l'histoire de la boîte quand on est parti du comparateur de prix, Hmm. etc. Et là, on va commencer à toucher à d'autres catégories, que ce soit la beauté, que ce soit l'habillement de façon plus large, que ce soit l'électronique. Donc, il y a plein de catégories auxquelles on peut commencer à toucher. Ok, ok. Euh, Et sur l'aspect produit, est-ce que le produit, vous allez aussi éventuellement enfin est-ce qu'il y aura des changements importants par rapport au produit ou pas? Le Ouais, bien produit, sûr. ouais. Hmm. Ouais, je sais pas. Je serais curieux de savoir d'ailleurs ce que tu en penses. C'est quoi, tu vois, pour toi, qui découvre, enfin, qui connaît, qui a plus de recul sur la boîte que moi, Ouais. comment tu vois l'évolution, tu vois? C'est quoi pour toi en tant que consommateur, c'est quoi ce que tu imagines du next step de Stockly? Ah, c'est une bonne question. Euh, Ben, je pense que ouais, comme enfin tu l'as déjà un peu dit, c'est vrai que l'aspect regarder les autres secteurs d'activité, je pense que c'est aussi super intéressant. Ça peut largement les intéresser, le produit en tant que tel. Du coup, je pense que ouais, cet aspect-là pour moi c'est un des aspects les plus intéressants.
Et comme tu l'as dit, l'aspect géographique. Après, j'ai pas d'idée là sur le coup sur l'aspect un peu sur l'aspect un peu produit. C'est vrai que pour moi, l'idée de base, elle est intéressante et elle est pertinente. Après, je sais pas s'il y a d'autres choses qui peuvent être envisagées par rapport au stock. Bah, en gros, moi je pense que l'étape d'après dans Stockly, c'est en effet de continuer vraiment très très fort à faire croître le volume parce que c'est ça qui quantifie la taille du réseau, quoi. Tu vois, plus tu as de transactions qui passent, plus t'as de gens qui utilisent Stockly pour compléter des trous et mettre du stock à disposition d'autres e-commerçants. Nous, ce qu'on aimerait faire assez rapidement, c'est commencer à créer vraiment un catalogue universel, quoi. Voilà, c'est être vraiment capable de, c'est-à-dire permettre à vraiment n'importe quel e-commerçant d'avoir accès à du stock de manière illimitée. Un e-commerçant qui est autorisé à distribuer une marque qui puisse assez facilement piocher du stock de cette marque avec je sais pas, de l'amélioration de ses fiches produits, avec de l'amélioration de ses images, faire en sorte que vraiment le stock et puis le fait de faire grossir son catalogue de façon générale devienne vraiment quelque chose d'extrêmement simple et accessible à n'importe quel e-commerçant, quoi. Hmm, hmm. Ok. Ok. Parce que ça me fait penser à des solutions qui sont actuellement dans le marché, c'est les solutions de gestion de flux, les flux produits. Euh, Moi, je travaille, ça m'est arrivé de croiser ce genre d'acteurs et d'éditeurs dans mon travail en data marketing. Euh, et je sais que ça, c'est aussi un enjeu très important pour les e-commerçants, le fait d'avoir dans leur site, dans leur front, les bonnes informations de produits, images, etc. Et ça, pour l'instant, c'est géré par des solutions dédiées comme, pour citer quelques acteurs qui me viennent en tête, Lengo, etc. C'est des acteurs qui proposent voilà, une optimisation des flux produits. Et cette information de flux produits, en fait, elle est aussi utilisée pas mal sur les publicités produits en ligne, puisque lorsqu'on voilà, quand on fait une recherche sur Google ou voilà, sur un site, on a des fois des publicités produits et pour que les publicités produits soient aussi euh, intéressantes, il faut que voilà qu'on ait les images, etc., le bon prix et les bonnes références qui vont avec. Ouais, tout à fait. C'était Ouais, juste pour faire un lien avec un sujet sur lequel je t'ai amené un peu à travailler, mais je pense que ce dont toi tu parles, c'est un peu différent, vu que non, non, mais l'idée. les intégrateurs de flux, en effet, il y en a beaucoup en France, les plus gros. Tu as cité Lengo, il y en a plein, NetEven, ShoppingFeed, il y en a plusieurs dizaines. Euh, Aujourd'hui, nous, c'est des super partenaires parce que on a besoin en effet de récupérer les flux des différents e-commerçants qui se branchent sur, tu vois, qui ont envie de mettre leur stock à dispo sur Stockly ou Hmm. même les demandeurs, quand on s'intègre avec eux, on a besoin de récupérer leur flux de produits pour repérer la rupture de stock. Donc nous, on est hyper content de bosser avec ces boîtes-là. Et voilà, et eux, à l'inverse, ils ont aussi besoin, enfin, tu vois, dans l'autre sens, ils ont aussi besoin de proposer des solutions à leurs partenaires parce que eux, plus ils ont de solutions chez qui pousser les flux, plus leur produit a de la valeur. Donc voilà, nous on fait pas de la gestion de flux pure et dure, tu vois. Notre métier, c'est pas du tout d'aller dire à site a.com, tiens, donne-moi tes flux, je vais les pousser sur Facebook, sur Google Shopping ou je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment ce que les intégrateurs de flux font très bien. Et donc ouais, pour nous, c'est des très bons partenaires techniques. Et voilà, je pense que là, il y a aussi un point qui est très important dans Stockly, dans notre positionnement, c'est que nous, on est vraiment propriétaire de la transaction, ce qui fait qu'on n'a pas du tout ni le même business model, ni le même business, la même façon de fonctionner tout court que les intégrateurs de flux. On est vraiment propriétaire de la transaction. Donc, quand il y a une transaction entre un site A et un site B, euh, c'est nous, on trade le stock virtuellement. Donc, tu vois, le site A, il va acheter à Stockly, qui va acheter au site B. Et en fait, de cette façon-là, c'est vraiment nous qui sommes responsables de la transaction. C'est nous qui négocions les conditions avec chacun, qui faisons le matching entre l'offre et la demande. Et donc, on est vraiment propriétaire et gestionnaire de A à Z de la transaction. On n'est pas une boîte de software, tu vois. Les intégrateurs de flux, c'est des sociétés qui mettent à disposition des briques logicielles à des sites e-commerce contre un paiement locatif, quoi, qu'on dit. C'est les sites e-commerce qui sont clients, bah, payent un abonnement mensuel, éventuellement un fee pour certains cas par transaction, ils le font de moins en moins. C'est pas du tout notre business model à nous. On facture aucun software aujourd'hui, aucune mise en place, pas d'abonnement, en tout cas pas pour l'instant. Donc c'est vraiment deux business très différents et en effet c'est des très bons partenaires, c'est des très bons partenaires commerciaux aujourd'hui. Ok.
Très clair. Et sur le sujet de l'expansion, c'est quoi tes critères par rapport au recrutement, par rapport à l'équipe? Est-ce que tu as des critères bien définis? Moi, je sais que moi, dans la vie, je sais que le fit, c'est un des critères premiers. Je pense que c'est aussi un de tes critères, mais il y en aura d'autres, j'imagine, pour créer une équipe top. Tu m'emmènes sur un terrain, on peut parler jusqu'à demain, là. Ah, ok. Non, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que c'est ça qui fait enfin, moi qui me tient à cœur, c'est pas moi comme beaucoup de gens, hein, mais je pense que c'est ça qui fait le succès d'une société. Et moi, je pense sincèrement que si Stockley, ça cartonne et ça va continuer d'évoluer bien, la raison pour laquelle ça pourrait marcher, c'est c'est si on arrive à continuer à former une équipe aussi solide que maintenant, quoi. Et qu'on arrive à faire grossir l'équipe avec la même base de solidité qu'on a aujourd'hui. C'est ma plus grosse fierté, franchement. Jusqu'à présent, c'est l'équipe qu'on a fédérée autour de ce projet-là. Nous, les critères de recrutement, on les a un peu théorisés. On appelle ça le STAN score. STAN, c'est S-T-A-N, c'est pour Smart, Tenacious, Ambitious et Nice. Alors désolé pour les mots en anglais, mais c'est vrai que on a quelques noms francophones en anglais, donc on a fait le choix on a quelques noms francophones dans la boîte, pardon. Donc on a fait le choix dès le début de tout documenter et de faire tous les meetings et tout en anglais, donc notamment le Stan Score et du coup en anglais également. Ok. Et l'idée du Stan Score, c'est que pour quel que soit le job, il y a 4 critères qui sont essentiels pour rentrer et tu vois, c'est un peu notre grille de lecture des candidats. C'est s'ils sont smart, donc ils ont un QI élevé, qui sont capables de réfléchir, d'apprendre très rapidement, ils ont une bonne logique, etc. On a une culture très rationnelle dans la boîte et ça, c'est hyper important pour nous que les gens soient smart et percutent vite, quoi. Ça veut pas dire pour autant que je pense que je suis une référence en la matière, hein, attention, pas paraître manquer d'humilité, surtout pas, mais voilà, on veut s'entourer de gens intelligents, plus intelligents que nous, et c'est le premier critère. Après, il y a et d'ailleurs, c'est pas par ordre d'importance, hein. En tout cas, c'est le premier dans la liste de cette grille. Ensuite, il y a le T, c'est la ténacité. On cherche des gens qui sont extrêmement tenaces, qui lâchent jamais le morceau, tu vois, des espèces de chiens qui restent accrochés au truc jusqu'à ce que ça marche, parce qu'on a vraiment besoin de ça. T'as beaucoup de rôles où c'est essentiel dans tous les rôles et dans certains rôles encore plus que d'autres. Tu vois, par exemple, dans le business développement, bah, t'es une petite start-up pas connue, t'as envie d'avoir un nouveau partenaire qui va t'envoyer balader 15 fois avant de te prendre au téléphone, et ben voilà, il faut pas lâcher le morceau, il faut pas cesser d'écourager, il faut continuer à aller au combat, il faut même kiffer ça, quoi, tu vois, il faut kiffer, se prendre des gifles et vouloir continuer jusqu'à ce que tu arrives à vraiment craquer le problème. Pareil en tech, on a des sujets tellement difficiles, tu pourrais te dire, bon, ok, vas-y, je fais un petit hack, je vais le bidouiller, ça va passer. Non, faut être tenace, faut y aller. Et c'est ouf parce que sur ça, je suis vraiment hyper impressionné par la team aujourd'hui. Il y a des moments, tu vois, je vais te donner un exemple de merde, mais qui montre que collectivement, on a cette ténacité-là. C'est genre, il y a un moment de ça, quand on pouvait encore faire la fête, on faisait une soirée au bureau. À un moment, il y en a un qui monte sur une table et qui la casse, tu vois, qui abîme une table. Et à 2h du matin, on était 4 comme ça pendant 25 minutes à remonter la table et que n'importe qui, genre, tu vois, les gens qui n'étaient pas de la boîte, qui nous regardaient faire, ils sont fous ceux-là, ça va, ils vont jamais y arriver et tout. On s'est acharné dessus pendant une demi-heure à 5 de la boîte et au final, on a remonté la table comme neuve. Parce qu'il y a cette culture de, bah non, attends, on a commencé un truc, on va au bout, on lâche pas le morceau et ça va, Ouais. tu vois, on n'est pas dessus, on va réussir à remonter une table. Après, la nuance sur la Bon. persévérance, c'est que des fois, il faut être persévérant, mais des fois, il faut être capable de voir que ce qu'on fait, en fait, c'est pas la bonne direction, de revenir un peu en arrière et d'aller dans une autre direction, toujours dans le but initial, mais peut-être avec une direction différente. Ouais. Je pense que c'est ça un peu la subtilité dans la persévérance, parce que des fois, tu persévères, mais si tu persévères en faisant quelque chose qui fonctionne pas, il faut faire attention, en fait. Il y a une attention sur ce T'as raison, mais sujet-là. c'est pour ça que j'aime bien l'exemple de la table, justement. Parce que l'exemple de la table, c'est, bah, au final, quel autre angle tu veux trouver? À la fin, tu as besoin de lever cette barrière. Tu as une table, elle est cassée. À la limite, l'autre option, c'est de dire, bah, j'abandonne et je vais la jeter parce que, en fait, le temps que je passe dessus, il vaut pas le coup de racheter une nouvelle table, par exemple. Et je pourrais la recycler, en faire autre chose, et puis j'en prends une neuve à la place. Il n'y a pas tellement d'autres moyens. Oui, tu peux être créatif sur le truc, tu peux être créatif dans ton approche de la reconstruction, mais à la fin, bah, c'est toi et ton courage et ta déterre de faire le truc, quoi. Je suis d'accord que quand tu vas dans le mur, il faut tout le temps se remettre en question et ça, c'est hyper important aussi. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre.
Tu vois, d'ailleurs, dans l'histoire de Stockley, on a pivoté 15 fois au début. On continue en permanence de se remettre en question. On a une grosse culture de la transparence où tout le monde peut challenger tout le monde. Donc, tu vois, moi, quand je définis mes objectifs, par exemple, tous les trimestres, n'importe quel gars qui est dans la boîte depuis 2 semaines, il peut challenger mes objectifs et me dire, non, attends, Elliot, t'es sûr que c'est ça le truc que tu dois faire? T'es sûr que c'est comme ça que tu dois mesurer ton objectif? Donc, on est en constante remise en question. Ça n'empêche pas que quand tu sais que tu as un truc à faire, que tu as une barrière à lever, il faut, tu vois, que tu sois obsédé par ce problème jusqu'à le craquer, quoi. Et ça, je pense c'est vraiment le deuxième pilier, donc deuxième qualité intrinsèque qu'on cherche chez les gens, c'est Mm. cette Mais en fait, ouais, la persévérance, c'est ne pas perdre courage, en fait. Parce que la persévérance, elle prend son sens quand tu as des échecs, tu vois. Quand tu as des échecs, c'est là où tu es tenté d'arrêter. Et ça ne veut pas forcément dire que ça va pas bien quand tu échoues, hein. Ça veut juste dire que tu dois comprendre des choses et ajuster ta manière de faire. Et je pense que c'est ça, en fait, aussi la persévérance. C'est pas perdre courage face aux échecs et quand même continuer parce que tu sais que c'est la bonne direction. Ouais. Ouais, complètement. Complètement. Donc voilà, c'est le deuxième critère. Et après, il y en a deux autres. C'est ambitieux et nice, N. Donc c'est sympa, le fit, quoi. Tu vois ce que tu Mm, disais tout à mm. l'heure. Ambitieux, c'est le fait comme on est encore tout petit, eh ben, on veut des gens qui ont envie d'aller très loin, quoi, tu vois, et qui kiffent le fait que la boîte, elle grossit vite, qui ont envie de propulser la boîte et d'être acteur du truc, et pas, entre guillemets, cantonné à un périmètre sans bouger. On a besoin de gens qui ont vraiment envie de grossir avec la boîte. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on recrute beaucoup de jeunes qui sont à peine en sortie d'études, comme nous, on était il y a 3 4 ans, quoi, et qui prennent de plus en plus de responsabilités très, très vite. Mm. C'est vrai Et que que, l'ambition, il ne faut pas qu'elle se limite au fondateur ou cofondateur. C'est ça ce ah que ouais, tu bien dis. sûr, Parce que si elle se bien sûr, limite au cofondateur, fondateur, c'est moins fort que si toutes les personnes de la team ont l'ambition de porter le projet bien sûr. autant et super loin. Ouais. Bien sûr, et puis c'est notre boîte à tous, tu vois. Nous, tous ceux qui viennent full-time dans la boîte, ils ont des parts au capital. Et Ça, c'est motivant aussi. bien sûr, tu vois, ils font des fois avec nous, même si à la fin, quand on n'est pas d'accord, bah, il y a une certaine hiérarchie dans la décision, parce qu'il y a des moments où il faut trancher, ce qui arrive assez rarement. À la fin, tout le monde participe, tout le monde est impliqué dans les décisions, et puis tout le monde considère que c'est sa boîte, quoi. Donc ça aussi, ça fait que c'est en recrutant des gens dans notre définition du ambitieux, qui ont vraiment cette mentalité-là, que le truc il marche. Mm, mm. Après, c'est aussi facilité parce que vous êtes pas encore beaucoup. Après, l'enjeu aussi, c'est de garder ça en Ouais, grossissant. C'est-à-dire quand on est 100, garder toute cette mentalité, cette transparence, cette dynamique-là, c'est pas évident et c'est moins évident que lorsqu'on est voilà 10, 15, 20, 30. ouais, Ça, bah, c'est un ouais, enjeu. on n'a pas encore, là, tu vois, on est un peu plus de 20 maintenant, donc on est encore complètement à taille. Tiens, tu vois, t'as pas ces enjeux-là, on commence un peu à les connaître, et voilà, il faut qu'on fasse, t'as raison, très très attention, quoi, à pas perdre ces trucs-là. Et puis après, bah, aussi, tu peux enfin, faut aussi se remettre en question tout le temps, comme on disait avant, hein. Peut-être Mm, un moment où tu te dis, bon, ok, là, faut plus faire attention à cette valeur qu'à cette valeur. Peut-être que les valeurs, elles évoluent aussi avec la taille. Mais ouais, je suis convaincu que cette qualité-là, ou du moins cette niaque-là, il faut la garder le plus mm, longtemps possible. Et il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts dans les process internes de décision, comment tu fixes les objectifs, les meetings que tu as dans la team et tout, pour que ça reste le plus transparent possible, tout en étant adapté à la taille qui grossit. Parce que mm, tu peux plus faire des meetings avec toute la boîte 3 fois par semaine quand tu es 100. Tu vois. Tu peux pas faire des meetings à 100 tous les jours, quoi. mm, mm. Pour autant, si tu as envie de garder de la transparence, il faut avoir les bons outils. Mais ça, Oscar, c'est un, tu vois, on est en continu là-dessus. Il y a quelques gars dans la boîte qui sont à fond sur ces trucs-là en permanence pour mettre toujours les process les plus fluides possibles pour que tout le monde voit toute l'info, et que ce soit très très fluide, quoi. Et que tu vois qu'il n'y ait pas des trucs qui se perdent, ou du moins que l'info soit pas lisible entre les équipes. Ok, ok. Après, c'est vrai quand tu fais des entretiens, des fois c'est pas évident non plus d'avoir toutes ces informations avec quelques échanges, etc. Je pense que tu as des informations et des fois les informations sont suffisantes, mais des fois ça peut ne pas être suffisant. Typiquement pour le feed, je pense que tu le ressens assez facilement en fait. Même tu as 10 minutes, je pense que tu ressens si t'as un bon fit ou pas. Après, peut-être pour les autres caractéristiques, ça demande aussi d'être capable de poser les bonnes questions, de mettre la personne dans les bonnes situations pour pouvoir avoir ce feedback-là, ce retour d'information qui t'intéresse.
Je suis pas hyper d'accord. Genre, je pense que oui, le fit, t'as raison sur le côté négatif. Genre, si vraiment ça fit pas du tout, t'as quelqu'un, bon, tu vois que tu vas pas t'entendre ou que il dit des trucs qui correspondent pas trop à tes valeurs ou genre, tu vois, nous, par exemple, une des valeurs hyper importantes, donc, voilà, là, je vais dire, il faut être humble, sauf que quand je le dis, ça fait pas humble, mais tu vois, dans les docs d'onboarding de Stockly, un des premiers trucs, c'est les mecs, vous prenez pas pour des stars. Genre, même si on était Google, on faut pas se prendre pour des Il stars. faut être une star sans se prendre pour une star. Non, mais tu vois, c'est important. Nous, quand on a des mecs en entretien qui direct, tu vois, ils sont hyper, ah ouais, moi je fais ça, moi je suis trop fort là-dedans, je suis trop fort. Et tu sens qu'il y a un manque d'humilité hyper important. Typiquement, c'est un truc qu'on kiffe pas trop. Donc, pour aller dans ton sens, là, sur ça, le fit, tu le vois assez vite quand tu as des énormes warnings comme ça où tu dis, bon, là, c'est pas. Et encore une fois, sans jugement de valeur, tu as des gens qui aiment bien se mettre très en avant et, euh, et, et voilà. Mais moi, je sais que ça va pas trop fitter avec la culture qu'on a, donc je préfère faire gagner du temps voilà, et pas trop aller plus loin. À l'inverse, euh, tant que t'as pas bossé avec quelqu'un, c'est pas si évident de voir si tu vas bien t'entendre, tu vois. Tu as des signaux faibles, mais ça reste assez soft, quoi. Tu vois, bon, c'est sympa, on a un échange, c'est cool et tout. À la fin, dans le taf, au moment où il y aura un moment tendu, parce que ce sera une phase de pression, où il y aura une galère avec un partenaire, il faudra rattraper, bah, tu sais pas exactement comment les gens vont se comporter. Donc, tu vois, est-ce qu'ils vont être dans la bonne mentalité, est-ce qu'ils vont ils vont pousser l'équipe, ou à l'inverse, ils vont se braquer, ils vont être frustrés, et puis ils vont tout, tu vois, être un peu destructeurs. C'est vraiment très difficile à identifier à l'avance. Donc je pense que le feed c'est un truc assez général, tu vois, c'est l'attitude et tout qui est difficile à capter. Je pense que le plus facile à capter, nous, c'est peut-être le premier, c'est smart et ténacité, parce que ça, tu vois, quand tu discutes avec quelqu'un pendant une demi-heure, tu vois assez vite si l'échange il est intéressant, si tu as appris quelque chose, tu te dis ah bah attends, j'ai parlé à ce gars-là une demi-heure, j'ai trouvé ça cool, j'ai appris des trucs. On aime bien faire des petits exos, des petites énigmes en entretien. Là aussi, tu vois, si ça réagit, si la personne se braque, ou alors si elle est tenace, tu vois, elle continue à chercher, ou alors si très vite elle baisse les bras. Ça, tu peux quand même assez bien l'identifier. Et puis après, l'ambition, tu le vois aussi sur le parcours. Tu vois, sur le parcours, sur les questions qu'on te pose, sur à quel point la personne s'est renseignée, sur à quel point tu sens qu'elle veut aller loin, ou alors, là encore une fois, sans jugement de valeur, tu as des gens qui n'ont pas spécialement envie d'aller dans une boîte qui explose, ils ont envie dans un truc peut-être un peu plus monotone. Donc ça aussi, tu peux le ressentir. Mm, mm. Après, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que les personnes qui fitent pas avec l'avocat de valeur, c'est aussi des personnes qui potentiellement ne seraient pas épanouies. Tu vois, du coup, c'est pas forcément Ouais, ouais, négatif bien sûr. pour les autres aussi. C'est ça qui est intéressant de se dire, c'est que voilà, les, le recrutement, c'est juste voilà un processus où tu te dis, est-ce que ça fit sur différents aspects, et si ça fit pas sur certains aspects, c'est que même de ton côté, même de l'autre côté, c'est quelque chose qui potentiellement ne Ouais, t'intéresserait pas. ouais, 100%. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir, et c'est pour ça, tu vois, là, d'ailleurs, que je t'en parle complètement ouvertement, parce qu'au-delà du fait qu'on aime bien la transparence, même beaucoup, c'est hyper, enfin, tu vois, tu peux pas faire autrement. C'est hyper important dans un process de recrutement d'être hyper transparent dès le début avec les candidats sur ce que tu cherches, parce que t'as pas envie de lui faire perdre ton temps. Il y a quelqu'un en face qui est hyper cool, qui candidate, qui dit j'ai envie de venir chez toi et tout. Déjà, c'est hyper, on est hyper honoré de ça quand il y a des gens qui apply, quoi. Et on a des centaines de candidatures sur chaque poste, donc tu vois, on se dit putain, c'est ouf, les gens ils veulent venir bosser avec nous. On se doit d'être hyper transparent avec eux dès la première étape en leur disant voilà, nous on cherche ça, 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 ça. On veut pas te faire perdre ton temps, qu'on ne fasse pas 8 entretiens Ouais, si on sait ouais. que ça va pas marcher dès Et le puis début, tu vois. ça, c'est valable quasiment dans tout par rapport aux relations humaines, tu vois, par rapport à l'amitié, par rapport à l'amour aussi. Des fois Mais c'est plus dur à rationaliser peut-être, tu vois, dans l'amour ou dans l'amitié, c'est l'amour, plus c'est plus le fit, je dirais. L'amour, on espère. Il y a des gens qui, c'est pas forcément le fit à 100%, tu vois. Il y a des gens qui me posent la question, qu'est-ce que tu recherches, etc. Moi, je me dis, c'est le fit. Genre, tu sens le truc, t'as le feeling, t'as tout qui se passe naturellement. Pour moi, c'est ça qui m'importe. Après, il y a d'autres personnes qui me disent, non, moi, j'ai ce critère-là, ces critères-là. Il faut absolument que cette personne soit, je sais pas, travailleuse, travailleur, humour, etc. Oui, moi, je le garde un peu dans ma tête, mais pour moi, c'est juste des choses en plus, hein, des informations en ouais. plus. Mais l'essentiel, c'est juste la fluidité. Moi, je l'ai appris enfin, j'ai appris assez récemment. Je pense que ouais, c'est ça ce que je considère le plus moi de mon côté. Ouais, Mais, ouais, c'est sûr. Et en tout cas, je pense que ça se rationalise. mais c'est bizarre de se dire aussi que naturellement tu as des personnes avec qui tu t'entends moins bien que d'autres. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi que dans la société, on n'est pas tous unis, on n'est pas alors que c'est un peu angoissant de se dire que
des fois tu as le fit et des fois que t'as pas le fit. Parce que des fois quand t'as pas le fit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les êtres humains sont censés ne pas s'entendre. Ça c'est difficile à admettre quand même. Bah, je pense que c'est difficile dans le contexte, tu vois, amical, amoureux et tout. Ça, c'est vraiment des questions difficiles à répondre et tu peux vraiment avoir un regard critique sur la société et réfléchir à ça. Dans le contexte d'une entreprise, je pense que c'est un peu différent parce que tu vas plus être drivé par l'efficacité en fait. Quand tu es dans une boîte voilà, on n'est pas une, même si on veut faire du bien dans le monde et tout, on n'est pas une ONG. Tu vois, Mm, et même si tu es une ONG, tu es quand même drivé par ton efficacité, par à quel point la mission que tu portes, tu la fais efficacement. Et donc, pour moi, le fit, à la fin, évidemment, on a envie que les gens soient heureux et c'est hyper important. On a envie même moi personnellement, tu vois, j'ai envie d'aller au bureau, d'être content de voir les gens et je le suis mm, aujourd'hui. Je suis trop content quand j'arrive au bureau de voir la tête des mecs qui font la boîte avec nous. C'est des mecs et des filles. Tu vois, c'est un kiff au quotidien. Mais en pratique, pour le rationaliser, tu te dis, bah ouais, mais ça, à la fois, c'est bien pour ta vie de tous les jours et pour la vie des gens que tu recrutes de tous les jours d'être dans cette ambiance trop cool. Et en même temps, c'est au service de la boîte parce que ça permet d'aller plus vite vers ton objectif, de travailler main dans la main avec des gens avec qui c'est fluide, avec qui tu t'entends bien, etc. Et donc, ça se rationalise assez bien par le fait que, bah oui, tu as juste des gens avec qui tu arrives à bosser plus rapidement ou plus efficacement ou plus fluidement ou avec plus de plaisir que d'autres gens. mm. Et Ça donc, c'est clair, quand tu t'entends et quand il y a vraiment la fluidité, ça se ressent naturellement d'un point de vue économique, quoi, finalement, d'un point de vue business, parce que voilà, la communication se fait plus, la transparence se fait plus, les échanges se font plus, du coup la compréhension aussi se fait plus, et du coup le travail et la productivité s'en ressent, ouais, très clairement. J'avais une question que j'avais réfléchi sur laquelle je m'étais dit que j'allais te la poser, c'est sur l'aspect un peu, tu vois, tech, intelligence artificielle, où est-ce que va le monde dans 15-20 ans? Est-ce que ce monde-là, c'est un monde que toi, t'aimes bien? Tu vois, le monde où tu vois, t'as tout qui est automatisé, tout qui est en intelligence artificielle, tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose que t'aimes bien ou un peu moins bien? Moi, de mon côté, moi, je pense que tu vois, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de choses pour être heureux, tu vois, et j'ai un peu peur qu'on se perde en fait et qu'on oublie un peu l'essentiel. Et l'essentiel, c'est juste, tu vois, des choses toutes simples, tu vois. On n'a pas besoin non plus, tu vois, de vivre dans un truc super avancé 3.0, 4.0 pour être heureux. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que du coup, finalement, toi, tu es aussi dans le monde, dans l'univers de la tech, tu vois. ouais. Bah, oui, je pense qu'il faut être de façon générale très précautionneux avec l'évolution de la techno dans la société. Mm. Euh, voilà, après, je sais pas si je suis le plus légitime pour m'exprimer sur ces sujets-là, mais mon film préféré qui m'a le marqué le plus dans ma vie, c'est Matrix, tu vois. Mm. Donc, moi, je me suis toujours dit, putain, est-ce qu'on va finir en pile ou alors est-ce que tout ça, c'est un monde lointain? Il y a de plus en plus de signaux qui te montrent que moi, ce que je pense de façon très, très personnelle, et puis je ne veux pas du tout imposer cette vision-là à personne, mais voilà, c'est pour partager avec toi ce que je pense moi très personnellement. Je pense que la techno, ça exhibe un peu les comportements anormaux, entre guillemets, des humains. Tu vois, la techno, elle va un peu tu vois, mettre en évidence des anomalies ou des trucs pas sains dans l'humanité, forcément. Mm. Quand je te parle de la techno, c'est à très grande échelle, genre, tu vois, des dérives sur les réseaux sociaux, des dérives sur l'usage de l'IA, des dérives sur le tracking des gens, la protection des données, plein de problématiques qui sont hyper subtiles et auxquelles il faut faire extrêmement attention. Je pense qu'on est très précautionneux en France et en Europe sur ces sujets-là. Mais je pense qu'à la fin, tout ce que ça fait, c'est pas créer des nouveaux problèmes, c'est juste peut-être souligner des problèmes existants dans l'humanité. Et on les voit aujourd'hui avec un prisme un peu différent parce qu'on a toutes ces avancées techniques qui vont très très vite et qui nous font analyser peut-être le monde un peu différemment. Donc moi, je suis pas très inquiet de l'évolution de la techno. Je trouve qu'il faut embrasser ça et continuer à innover le plus possible, mais le faire de façon éthique, de façon saine. Euh, et voilà. Et puis surtout continuer à éduquer les nouvelles générations avec des bonnes valeurs pour que les gens se comportent bien globalement et sachent se servir à bon escient de toute la nouvelle techno que les petits aujourd'hui ils ont entre les mains, quoi. Pour Mm. moi, c'est Mm. vraiment ça l'enjeu. C'est avant tout un enjeu d'éducation des nouvelles générations plutôt que de dire voilà, attention, il faut limiter les technos, c'est trop dangereux. Et après, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux. Je pense que ça, c'est un truc qui se passe dans la tête de chacun. Ouais. Le bonheur, c'est très, tu vois, individuel. C'est un truc qui se partage, mais c'est très,
tu peux le trouver en toi sans avoir besoin de grand-chose d'autre. Et donc, pour moi, c'est un débat qui est très décorrélé de la technologie, en fait. Mmh, mmh, mmh. Ouais, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que les technos, c'est amplifier un peu ce qui est déjà visible sans technologie en fait par rapport au comportement humain. C'est vrai que si on a voilà, des comportements qui sont un peu incohérents, ben forcément ils se reflèteront dans la technologie vu que la technologie c'est une création humaine. Ouais. Complètement d'accord avec toi. Après, ouais, en fait, ouais, la techno, après, c'est aussi un aspect juste d'affinité ou pas, tu vois. Est-ce que tu as envie de vivre dans un monde où tu as beaucoup de technologie, ou est-ce que tu aimes bien aussi, genre, un monde un peu plus naturel, sans techno, forcément, tu vois. Après, ça, Ouais. c'est aussi une question d'affinité, de comment est-ce que toi, tu as envie. La plus belle techno, c'est quand elle n'est pas apparente, hein. La technologie la plus belle du monde, c'est la technologie qui n'est pas apparente. Et donc, pour moi, la plus belle technologie du monde, c'est la nature à la fin. Tu vois, quand tu vois des phénomènes naturels exceptionnels, Hmm, animaux, végétaux ou quoi, tu te dis, ben, ça, c'est de la technologie de pointe que jamais on n'arrivera à atteindre. Tu vois, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu vois, je sais pas, un papillon commence à naître et le cycle de vie, tu te dis putain, mais c'est un truc de ouf, quoi. Tu as des espèces animales qui ont des comportements extraordinaires avec une intelligence, ou les fourmis, tu regardes les fourmis, tu te dis putain, mais ça, c'est une techno qu'on n'arrivera jamais à reproduire aussi de façon aussi perfectionnée. Donc ouais, je pense que je pense là aussi que euh, je suis après vraiment sur est-ce qu'on a besoin de ça pour être heureux? Je pense qu'il faut un équilibre des deux, tu vois. Moi, j'aime hmm, beaucoup la nature, j'adore voyager. Je pense que c'est hyper important de pas non plus foutre de la techno humaine, on va dire, si c'est ça qu'on appelle techno, versus la nature, pure et dure. Il faut peut-être pas en mettre partout et garder des endroits un peu authentiques et comme la nature les a fait sans trop les altérer. Voilà, je pense que c'est important de garder sur la planète un bon équilibre. Pour autant, je pense que dans la société où on vit et tout, faut surtout pas combattre la technologie comme un fléau, mais plutôt s'en servir le plus possible pour faire des bonnes choses, quoi. hmm. Ok. Et sur l'aspect un peu, tu vois, un peu bonheur, etc., toi, si tu regardes, genre, tu te dis que vraiment l'entrepreneuriat, c'est ce qui te fait le plus kiffer. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont un peu plus extérieures à, tu vois, l'univers de l'entrepreneuriat, de l'univers de l'école d'ingénieur, etc., qui t'intéresserait autant, voire plus, peut-être que faire de l'entrepreneuriat qu'être entrepreneur? Ou bien actuellement tu dis vraiment être entrepreneur, c'est quelque chose qui te plaît le plus et c'est pour ça que tu le fais? Ou est-ce qu'il y a C'est une d'autres condition choses? bizarre. C'est pas évident comme question, hein. Ouais, non, mais c'est une condition bizarre parce que et après c'est la personnalité de chacun. Si on parle de moi, c'est moi je suis jamais dans une posture, en tout cas dans ce côté professionnel là, où je suis satisfait du travail accompli. J'ai beaucoup de mal et l'équipe, elle se fout tout le temps de ma gueule tous les jours à cause de ça, parce que j'annonce des bonnes nouvelles, mais je fais une tête de mort à chaque fois. Parce que je suis peu impacté par ce qui s'est passé, tu vois. Je suis rarement en mode, waouh, il s'est passé ça, c'est un truc de ouf. Je suis toujours en train de réfléchir au truc d'après et j'ai un peu de mal à. Ah, C'est pas genre, naturel pour moi de célébrer une victoire ou un succès hmm, qui vient d'être accompli. Donc voilà, c'est un peu mon caractère. Donc du coup, au quotidien, c'est peut-être un peu douloureux parce que je suis jamais, tu vois, dans l'extase de putain, c'est la folie ce qu'on fait et tout. Pour autant, j'adore notre quotidien. J'adore mon quotidien. J'adore partager cette aventure-là avec la team et tous ceux qui nous rejoignent sur le projet. C'est hyper passionnant, tu vois. Et c'est sûr que il n'y a aucun autre job qui me chauffe plus que celui que j'ai aujourd'hui. Ça, pour ça, je suis comblé et je suis très, tu vois, reconnaissant enfin, j'ai beaucoup de chance sur ça, j'en suis conscient. Après, ouais, il y a plein d'autres trucs qui me font kiffer dans la vie. C'est sûr qu'il n'y a pas que stocker dans la vie. J'adore la musique, j'adore le sport, j'adore mes potes. Il y a plein de sujets qui me passionnent autre que Stockley. Mais c'est sûr que professionnellement, au quotidien, j'aurais beaucoup de mal à trouver un truc qui me fait plus vibrer au quotidien. ok, ok. Très clair. Ben ouais, c'est vrai que c'est un peu l'enjeu de tout le monde, tu vois, de trouver quelque chose professionnellement qui te fait kiffer le plus. Et, et c'est souvent, enfin c'est souvent, tu essaies de trouver un peu ta passion et d'en faire ton métier.
C'est pour ça que je pose cette question-là, parce que pour moi, c'est une des questions les plus importantes finalement. Est-ce que ce que tu fais te rend heureux à 100%, à 200%, ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses en fait que tu as dans le viseur qui pourraient te rendre plus heureux que ce que tu fais maintenant? Avoir le courage aussi d'aller dans cette direction-là, c'est aussi quelque chose qui est super important, je pense. Ouais. Je vois que ça fait à peu près 1 heure qu'on discute, Elliot. Est-ce que, avant de terminer cet épisode, t'as d'autres choses dans ta tête que tu as envie de partager, une pensée qui te vient pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent par rapport à Stockley, par rapport à la techno, par rapport à d'autres choses, par rapport à n'importe quoi? Tu, tu peux tu peux partager quelque chose si tu veux en plus. Oui, avec plaisir. Moi, peut-être un petit truc que j'aurais peut-être aimé qu'on me dise il y a 2 3 ans quand on a démarré notre très humble société, qui va encore continuer longtemps, j'espère. Euh, c'est de pas, tu vois, surtout pas avoir peur de se lancer. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de pas avoir ces barrières mentales-là. Et voilà, et puis à toute étape, il y a toujours des gens qui vont dire ah ouais, mais attends, fais pas ça, c'est n'importe quoi, ou c'est beaucoup trop risqué, ou même des proches, même des gens hyper bien intentionnés et tout. À la fin, je pense qu'il faut s'écouter, il faut tracer, et il faut surtout pas avoir peur. C'est très important de relativiser au quotidien sur les risques qu'on prend en pratique. Euh, et donc voilà, je pense que vraiment c'est hyper important de se couper de cette peur, de toutes les barrières mentales qui font qu'on pense qu'un truc est pas réalisable. Encore une fois, je dis ça en toute humilité parce on a encore rien fait. J'espère qu'on va encore faire beaucoup de choses de ouf dans les prochaines années. Mais c'est peut-être ça le truc le plus important que je dirais aux gens qui nous écoutent, c'est de s'enlever ces barrières mentales et de tracer quoi, de tracer sans trop se poser 1000 questions avant de faire les choses. Ok. En gros, enfin, avoir la bonne mentalité, ça c'est vraiment la chose importante pour Mais ouais, quand je on est pense que entrepreneur. c'est ça qui fait que tu te poses pas de questions, que les barrières mentales, tu as des bonnes barrières mentales, tu vois, quand tu as la barrière mentale de tu vois du feu et tu vas pas mettre ta main dedans, ça c'est une bonne barrière mentale parce que tu as appris, parce que tu as vu des gens se faire mal de cette façon-là, tu as vu où tu t'es déjà brûlé dans ta vie, donc tu sais que tu vas pas reproduire parce que tu as appris de tes erreurs. Ça c'est une bonne barrière mentale. Je sais même pas si ça devrait s'appeler une barrière mentale, mais après tu as des barrières mentales de ouais, mais attends, ça je connais pas, ça c'est l'inconnu, ça me fait peur, ça j'ai entendu que c'était risqué, ou il y a tel gars qui est complexé par tel ou tel truc qui m'a dit que c'était pas bien, ou qu'il fallait pas, ou que j'étais trop ambitieux, ou que jamais j'arriverais à faire autant. Tu vois, tout ça, c'est des barrières qu'il faut complètement s'affranchir. Il faut juste regarder loin et tracer, quoi. Donc ça, je pense que vraiment, c'est hyper important dans la vie de chacun pour son bonheur personnel et puis pour son épanouissement professionnel de se couper le plus possible de ces mots dès le début. Ok. Bah, super, super conseil, je pense, Elliot, à tous les entrepreneurs ou à tous les entrepreneurs en devenir qui nous écoutent. Merci beaucoup, Elliot, pour d'avoir partagé l'histoire de Stockley, ta philosophie de vie, la philosophie de Stockley. Je te remercie beaucoup, c'était super sympa, agréable de t'avoir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter à un autre moment pour, euh, pour reparler de Stockley, de ce que vous faites sur le projet. Trop cool, merci beaucoup, bah, c'était un plaisir.